C'était censé être un vendredi soir simple. Rien d'extravagant, juste du vin, de la musique douce et une petite lueur dans le jardin sous les guirlandes lumineuses que j'avais moi-même installées 2 week-ends plus tôt. J'avais même disposé le mobilier de jardin comme il se doit. Des chaises basses, quelques couvertures jetées dessus pour les réchauffer, des bougies à la citronnelle disposées comme de discrètes protections contre les moustiques. J'aimais ce genre de soirée. J'aimais voir Liana se détendre sans le bruit des réunions et des clients. J'aimais la voir rire pour de vrai et non pour la frime. C'est là que je croyais entrer. Elle avait invité ses amis du travail. Dileya, Carla, Mina, Jules, l'autre Jules, Juliette et Sandrine. Des femmes pour qui j'avais déjà cuisiné, avec qui j'avais plaisanté lors des fêtes de fin d'année, partagé des recommandations de playlist. Alors, quand j'entrais dans le jardin avec une bouteille de pinot et une manche retroussée, le rythme me semblait familier. J'étais juste le mari qui passait dire bonjour, remplir des verres, raconter une anecdote ou deux si on le lui demandait. Ni plus ni moins. Ils avaient déjà la moitié de la bouteille quand je les ai rejoints. La table était jonchée d'olives, de fromage et de ces crackers que Liana n'achetait que pour impressionner. Ils ont souri quand je me suis assis. J'ai hoché la tête et offert le vin. Liana a pris la bouteille et l'a d'abord versée dans son verre. Elle n'a pas dit merci. Elle n'en avait pas besoin. C'était notre rythme, aussi. Et puis c'est arrivé. Ça a commencé doucement. Dileya a posé une question sur le travail, sur le gros gain trimestriel de Liana avec ce compte FinTech. J'étais fier d'elle. J'allais le dire, mais Liana est intervenue avant moi. Tu aurais dû voir le discours, a-t-elle dit en faisant tournoyer son verre. Douce, assurée, exactement comme il faut. Ils ont trinqué doucement, tout sourire et compliment. Mais ensuite, elle s'est reculée, a incliné la tête vers moi et a dit, contrairement à quelqu'un que je connais. J'ai cligné des yeux. Elle a ri légèrement. Oh, allez, Jules, dit-elle d'une voix soudain aiguë, imitant la mienne. Tu te souviens de ton pitch pharmaceutique de l'année dernière? Oh mon Dieu, il était tellement nerveux. Il s'est mis à faire les 100 pas comme un écureuil en cage. Les femmes rirent. Je ris aussi, légèrement, par réflexe plus que par amusement, mais j'avais déjà l'estomac noué. Puis elle continua, les yeux écarquillés, comme s'il s'agissait d'une performance. Il trébucha sur le câble HDMI et faillit débrancher tout l'appareil. Le client demanda 2 fois s'il avait besoin d'eau. Un rire plus fort cette fois. Dileya se couvrit la bouche. Mina halta. Non. Elle dit, Liana rit plus fort. C'est moi qui gère le vrai argent pour nous. Elle marqua une pause, leva son verre, les yeux rivés sur les miens avec un sourire narquois qui n'atteignit pas son âme. Mesdames, c'est pour ça que je gère le vrai argent. Elles tinrent. Je restais assise là, essayant de garder une expression neutre. Mon cœur battait fort, mais je ne voulais pas leur donner encore plus de sujets de rire. Je n'étais plus gêné par le vieux discours. Plus maintenant. J'en avais tiré des leçons, j'étais passé à autre chose. On en avait parlé. Je lui avais dit combien j'étais déçu de moi-même, combien je détestais l'impression que cette rencontre me faisait me sentir petit. Je lui avais confié une vulnérabilité, et elle en avait fait une arme. J'ai attendu la fin de la chute. J'ai attendu qu'elle change de sujet, qu'elle me jette un coup d'œil, qu'elle réalise ce qu'elle avait fait et qu'elle dise quelque chose pour adoucir le choc. Elle ne l'a pas fait. Elle a rempli son verre. Elles ont continué à parler, mais je n'écoutais plus. Leurs paroles se sont transformées en parasites dans mes oreilles. Liana discutait maintenant de projets de vacances, riant du fait que je ne sais jamais où aller à moins d'être en groupe. Une autre pique, un autre sourire narquois. Mes doigts se sont enroulés autour du pied de mon verre de vin intact. J'ai baissé les yeux vers lui, rouge foncé, reflétant la lumière de la bougie comme du sang sous le verre. Puis je me suis levé. Ils ont à peine remarqué au début. Liana a levé les yeux au milieu d'une phrase. Où vas-tu? Je ne répondis pas. Je passais simplement devant les lampadaires que j'avais passé des heures à installer, devant les pierres inégales que j'avais posées pour donner un aspect impeccable à la terrasse. J'ouvris le portail latéral, sortis dans la rue calme et le laissai se refermer derrière moi. Les clés dans ma poche, le téléphone vibrait. Je l'ignorais. Je ne claquais pas la porte, n'élevais pas la voix. Ce n'était pas mon style. Le silence était plus dur, plus froid, définitif.
J'ai parcouru 3 pâtés de maison avant même de réaliser que je n'avais pas de destination. Je ne m'enfuyais pas pour faire un drame. Je n'essayais pas de la punir. J'en avais juste marre, du moins sur le moment. Marre d'être celui dont on se moque et qu'on attend de voir passer. Marre de sourire par manque de respect. Le quartier était calme. Le genre de calme qui vous fait réfléchir même quand vous n'y êtes pas prêt. Les lumières du porche brillaient comme des lanternes lointaines. Quelque part, un chien aboya. Un arroseur automatique siffla. Je ralentis le pas et m'assis enfin sur un muret de briques près de l'école primaire. Je fixais le gravier. J'avais la poitrine lourde, comme si quelque chose que j'avais porté trop longtemps s'était enfin brisé. Je repensais à la façon dont elle me regardait. Pas avec amour, ni même avec familiarité, juste avec amusement, comme si j'étais un accessoire dans son numéro de comédie. J'avais passé des années à essayer d'être stable pour elle, pour soutenir sa carrière, pour que nos vies soient paisibles. J'avais célébré ses W. Je lui avais accordé du crédit même quand j'en voulais pour moi. Et en retour, je devenais la risée. Elle pensait que je reviendrais après m'être calmé. Elle supposait probablement que je reviendrais avant que les bougies ne s'éteignent. Peut-être même avait-elle gardé une part de cette tarte aux figues et aux chèvres qu'elle aimait servir lors des soirées entre filles. Mais la vérité, c'est que je n'avais aucune intention de revenir. Pas ce soir-là. Peut-être jamais. J'ai sorti mon téléphone, coupé la sonnerie et regardé le dernier SMS qu'elle avait envoyé. Sérieusement, c'était le dernier mot que j'ai lu avant de ranger le téléphone. Drôle. C'est ce qu'elle a dit quand j'ai laissé tomber la télécommande une fois. Sérieusement, c'est ce qu'elle disait quand j'oubliais de prendre du lait d'amande. Sérieusement, c'est ce qu'elle disait quand j'exprimais quelque chose de vrai. Elle ne m'avait jamais vraiment vu. Pas celle qui essayait, qui faisait un effort silencieux et sanglant, qui ravalait sa gêne. Pour maintenir la paix. Et maintenant, enfin, je la voyais aussi. Pas seulement comme ma femme, mais comme celle qui me voyait comme une décoration jetable lors de ses petites fêtes. Alors, je me suis assis sur ce mur, laissant la brise nocturne me rafraîchir la peau. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus comme une simple complice. J'avais l'impression d'être quelqu'un qui se réveille. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné au moment même où la lumière du soleil perçait les rideaux transparents de l'hôtel et se répandait sur le petit bureau près de la fenêtre. J'avais pris une chambre dans un hôtel de catégorie moyenne après avoir arpenté le quartier pendant 1 heure de plus. Un de ces endroits avec une literie d'un blanc immaculé, des œuvres d'art impersonnelles et un silence qui vous faisait prendre conscience de chaque respiration. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Pas de souvenirs, pas d'attente. L'appel venait de Liana. Je fixai l'écran un instant. Sa photo de contact souriait toujours comme si de rien n'était, mais tout avait changé. Je laissai sonner presque une messagerie vocale, puis répondis d'un « Bonjour, monocorde ». Sa voix résonna comme du miel qui cache du vinaigre. « Bonjour, Jules », dit-elle, étirant les mots comme si elle essayait de charmer. « Alors, tu as fini de bouder. » Bouder. Je me calai dans le fauteuil rigide et regardai le parking. Un homme en bas peinait à installer son enfant dans un siège auto, tandis que celui-ci hurlait comme si le ciel lui tombait sur la tête. Au moins, ce chaos avait du sens. Le nôtre, non. Je ne dis rien. Elle essaya de nouveau, cette fois avec ce ton poli qu'elle utilisait lors des rendez-vous clients. Écoute, ma belle, c'était juste des conversations de filles. Franchement, je ne pensais pas que tu te fâcherais à ce point. J'ai ri une fois, doucement, amèrement. Tu ne pensais pas être sensible. Elle a dit que c'était juste une histoire idiote. Tout le monde a ri. Ce n'était pas si grave. Ce n'était pas si grave. Je sentais ma mâchoire se serrer tandis que j'expirais par le nez. Cette phrase, cette expression, avait toujours été son bouclier. Sa façon de balayer tout ce qui était inconfortable, tout ce qui ne cadrait pas avec sa version soigneusement préparée de la réalité. Ma douleur n'avait jamais été assez profonde pour qu'elle la prenne en considération. Il faut que je te parle, ai-je finalement dit. Femme manteau, pas pour te servir de prétexte à une blague. Il y eut un silence. Puis, avec le même air prétentieux qu'elle utilisait pour éviter les files d'attente à l'aéroport, elle soupira. Jules, sérieusement, tu fais traîner les choses. Non, ai-je dit, tu fais traîner les choses. Elle s'est moquée. Oh, allez. Tu as vraiment laissé tomber.
Je n'ai pas répondu. Je voulais qu'elle ressente l'espace. Je voulais qu'elle sache ce que signifiait le silence quand ce n'était pas moi qui avalais des choses. Puis elle a changé de tactique. Son ton a de nouveau basculé comme un bouton qu'on actionne. D'accord, a-t-elle dit d'un ton enjoué. Que dirais-tu de ça? Rentre à la maison. Allons bruncher. Je réserverai. Ce resto que tu aimes sur Osorn. On mangera, boira et rigolera comme si de rien n'était. Et voilà. Comme si de rien n'était. Comme si ma dignité n'avait pas été bafouée sur notre terrasse par jeu. Comme si ses amis n'avaient pas trinqué à mon humiliation. Comme si c'était moi qui posais la question parce que je ne faisais pas semblant que tout allait bien. Je vais bien, dis-je calmement en fixant le motif de la moquette de l'hôtel. J'ai juste besoin d'espace. Tu en as toujours besoin, rétorqua-t-elle sèchement, ne cachant même plus son irritation. On a toujours besoin d'espace quand les choses ne vont pas comme on le souhaite. L'ironie de cette déclaration faillit me faire rire. L'espace n'avait jamais été quelque chose qu'elle autorisait. Mes opinions étaient de la résistance. Mon malaise était de la mauvaise humeur. Mon épuisement était un manque d'énergie. Mais dès que j'ai demandé la paix, j'ai dramatisé. Tu sais quoi, dit-elle d'une voix sèche. Maintenant, oublie le brunch. Tu veux de l'espace? Prends-le. Clic, l'appel s'est terminé. J'ai laissé le silence planer. Le téléphone toujours en main. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et c'est là que j'ai compris. Non seulement elle ne voyait pas le problème. Elle ne l'avait jamais vu. Elle ne comprenait pas pourquoi je partais, car pour elle, c'était normal. Ce genre de moquerie, ce genre d'irrespect public désinvolte. C'était un langage qu'elle parlait couramment. Elle a grandi dans une maison où les remarques sarcastiques passaient pour de l'affection, où le sarcasme remplaçait les excuses. Alors, elle a supposé que je me remettrais, que je plierais comme toujours. Mais ce n'était pas le cas cette fois. Ce coup de fil n'était pas une excuse. C'était un pansement imbibé de parfum, espérant ne pas remarquer la plaie qui saignait encore en dessous. Mais je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué depuis longtemps. Ce soir-là, à la fête, c'était juste la première fois que je décidais de ne pas l'ignorer. Je me suis levé et j'ai ouvert le placard. Mon sac de voyage était soigneusement rangé au fond. J'en ai sorti un avec un col. Une chemise que je n'avais pas portée depuis des mois parce que Liana disait qu'elle me rendait trop molle. Je l'aimais bien. Elle était confortable. Je l'ai enfilée. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis resté assise, immobile, non pas pour regarder une émission ou parcourir les gros titres, ni pour divertir, ni pour plaire, ni pour satisfaire. Je me suis juste assise en ma compagnie, dans mes pensées, et j'ai pris une décision. Ce n'était pas une pause. C'était le début d'une sortie. Je n'allais pas revenir en trombe avec des ultimatums ou des discours. Je n'allais pas la supplier de me voir. J'allais commencer à créer un espace si permanent, si précis qu'elle ne reconnaîtrait même pas l'homme qui autrefois attendait ses ordres. J'allais me forger une vie si silencieuse et si réfléchie qu'elle l'entendrait résonner sans moi. En fin de matinée, j'avais déjà ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom, transféré mes économies personnelles et commandé une nouvelle carte de débit. L'employé n'a posé aucune question lorsque j'ai dit que je déplaçais mes affaires pour des raisons d'intimité. Il a juste souri comme s'il savait. Quel genre de moment c'était? Puis j'ai acheté un carnet, pas un ordinateur portable, pas mon téléphone, un vrai carnet. J'ai commencé à noter des choses, des idées, des plans, des étapes, pas des choses insignifiantes comme des fantasmes de vengeance, juste de la logistique, une stratégie discrète. J'ai écrit, 1. Consultation juridique. 2. Compte séparé. 3. Révision du contrat 2. Mariage. 4. Suivi des contributions initiales de l'entreprise. 5. Le silence est un levier. J'ai regardé ces mots et j'ai ressenti un calme étrange m'envahir. C'était le sentiment qu'on éprouve quand on réalise qu'on a conduit avec le frein serré et qu'on finit par lever le pied. Ce jour-là, je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas consulté les réseaux sociaux, je n'ai pas demandé de nouvelles à mes amis communs. Au lieu de cela, j'ai marché 3 kilomètres, déjeuné tranquillement seul et regardé un pigeon se battre avec une miette de croissant sur le trottoir comme si c'était le dernier repas sur terre. Et quelque part dans ce silence, j'ai senti la première lueur d'espoir traverser le mur que j'avais construit autour de moi pendant des années.
Elle pensait que j'avais besoin de son approbation pour fonctionner. Elle pensait pouvoir me faire rire et me soumettre. Mais maintenant, j'avais un vrai espace. Le genre d'endroit où l'on cesse de réagir et où l'on commence à se souvenir de qui l'on était avant même qu'on nous lance une blague. Je suis arrivé à l'hôtel peu après 18 heures. Le genre d'endroit où l'on ne pose pas trop de questions si l'on arrive les yeux fatigués et sans bagages. Le hall sentait le désinfectant au citron et le café du distributeur automatique. Et le jeune homme derrière le comptoir semblait à peine assez vieux pour se raser. Il m'a glissé un formulaire avec une épingle en plastique, et je l'ai signé sans dire grand-chose. Lorsqu'il m'a tendu la carte d'accès, il a dit « Chambre 204, côté calme ». Il n'imaginait pas à quel point j'avais besoin de calme. L'ascenseur grondait en gravissant les étages. Le genre de bruit qui rappelle la vie était toujours lourd, toujours grinçant. La chambre 204 était au milieu du couloir. Je suis entré et j'ai refermé la porte lentement derrière moi, comme si je ne voulais pas qu'elle résonne. J'ai laissé tomber mes clés sur le bureau, puis je suis resté là un instant, laissant le silence m'envelopper. L'huile essentielle de Liana n'avait aucun sens. Diffuseur. Aucun claquement de talons dans le couloir tandis qu'elle faisait les 100 pas. Aucun bruit de fond provenant de ses playlists d'ambiance. Juste une boîte beige fade avec un lit ferme, 2 oreillers et des rideaux assez épais pour bloquer tout ce que le monde extérieur essayait d'y jeter. J'ai enlevé ma veste et me suis assis au bord du lit, me frottant lentement les mains. Je n'avais pas réalisé à quel point je les serrais fort jusqu'à présent. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas consulté mon téléphone. Je suis resté assis. Le premier texto de Liana est arrivé 1 heure plus tard. Liana, quel drame, Jules, vraiment? 10 minutes ont passé. Liana, rentre à la maison. C'est ridicule. Puis une série d'ellipses, puis le silence. Pendant un instant, j'ai failli répondre. J'ai tapé. On ne peut pas humilier quelqu'un et faire comme si de rien n'était. Puis j'ai supprimé. À quoi bon? Elle ne voulait pas de conversation. Elle voulait le contrôle. Elle voulait que je retrouve la position à laquelle elle était habituée. Un pas derrière elle, la tête. Je m'inclinais légèrement, souriant poliment tandis qu'elle occupait le devant de la scène. Je retournai le téléphone sur la table de nuit et fixai le plafond. Il y avait une tache en forme de nuage, estompée mais visible. Je la fixai si longtemps qu'elle commença à ressembler à une carte. Un endroit où je n'étais jamais allé. Un endroit où je pouvais encore aller. Cette nuit-là, je ne dormis pas beaucoup. J'étais allongé dans mon lit, écoutant de temps en temps une porte claquer quelque part au bout du couloir. Le bourdonnement d'une machine à glaçons au loin. Le ronronnement sourd du mini-frigo. Mais ce qui me tenait éveillé, ce n'était pas le bruit. C'était la clarté. La façon dont quelque chose de tranchant s'était mis en place en moi. Je ne pensais pas à la vengeance. Pas encore. Je n'étais même pas en colère. Pas comme on s'y attend après une trahison. J'étais clair. Et cette clarté s'accompagnait d'une liste de contrôles. Je me levais juste avant le lever du soleil, me douchais, m'habillais et me dirigeais vers un café du coin. Rien de spécial. Des chaises en plastique, un expresso brûlé, mais c'était calme. Je m'assis dans un coin avec un café noir et un bloc-notes que j'avais pris au comptoir. L'épicerie d'Axe en grave côté. J'ai écrit mon nom en haut de la page. Rien que ça. Jules Marie. Et puis j'ai commencé à lister tout ce dont je me souvenais qui m'appartenait. Pas seulement émotionnellement, légalement, financièrement, intellectuellement. La maison, son nom était sur l'acte de propriété, certes, mais l'acompte provenait de mon héritage. J'avais le virement bancaire enregistré dans mes emails archivés. L'entreprise. Elle en était le visage, mais j'en étais le cofondateur silencieux. Mon pitch deck, mes feuilles de calcul originales, les premiers documents de la SARL que j'avais aidé à remplir, même si nous avions convenu qu'il serait plus simple de tout mettre à son nom. Je l'avais laissé faire tout à son nom parce que je croyais en nous, parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Mais maintenant, le mot « ensemble » ressemblait à un costume qu'elle enfilait pour se faire de la compagnie. Une fois les lumières tamisées et les invités partis, je n'étais plus que l'homme derrière le rideau. Alors, j'ai commencé à collecter discrètement. À midi, je m'étais connecté à notre compte cloud partagé. Elle n'avait pas changé le mot de passe. Elle n'en pensait probablement même pas avoir besoin. J'ai sorti de vieux dossiers fiscaux,
des copies. Des contrats, des reçus de nos dépenses de démarrage. Je les ai copiés dans un dossier personnel intitulé « Avis de Marie ». C'est comme ça que je l'appelais. Ni vengeance, ni preuve, juste un bilan. Un audit de ma contribution à une vie où ma valeur était désormais une plaisanterie à partager autour d'un verre de vin. Pendant ce temps, les textos continuaient d'affluer. Leur ton changeait toutes les 2 ou 3 heures. Liana, tu es vraiment toujours en colère? Liana, c'est puéril. Liana, Jules, je suis inquiet. Où es-tu, Liana? D'accord. Sois comme ça. Pas d'excuses. Pas une seule fois. Et ça m'a tout dit. Elle n'était pas désolée. Elle était mal à l'aise. Il y a une différence. La journée s'est déroulée comme une méditation. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas expliqué. Je me suis concentré. J'ai sorti des relevés bancaires, marqué les comptes partagés, signalé les investissements. Je me suis souvenu de leur création. Comment elle m'a fait gérer la paperasse pendant qu'elle choisissait des surnoms de compte. L'un s'appelait Liana S. Legacy. Un autre, Bally Fund. Ces drôles coquins d'entre eux ne portent mon nom, et pourtant. Assis près de mes dépôts, j'ai appelé ma banque et commencé à séparer ce que je pouvais sans déclencher d'alerte. J'ai transféré de petites sommes, des montants. Prudent, rien qui puisse éveiller ses soupçons trop tôt. Elle était impulsive. J'étais mesuré. Cela avait toujours été notre différence. À la tombée de la nuit, j'en avais suffisamment pour être sûr d'une chose, je ne repartirais pas les mains vides. J'avais moi aussi construit cette vie. Elle a simplement convaincu tout le monde, et peut-être même moi, qu'elle l'avait construite seule. Je me suis arrêté devant la fenêtre de l'hôtel et j'ai regardé de nouveau le parking. Le même homme que la veille était de retour, cette fois-ci berçant son bambin endormi contre sa poitrine. La portière de sa voiture était ouverte. Il se tenait là, immobile, ne voulant pas réveiller l'enfant. Il le tenait simplement dans ses bras. J'ai été frappé par le caractère sacré de ce silence, par le fait d'être présent, de tenir ce qui comptait, de le protéger, même si cela signifiait être en retard, même si cela signifiait rester planté là dans le froid. Je n'avais pas d'enfant à bercer, mais j'avais autre chose. J'étais prêt à me protéger. Je me suis détourné de la fenêtre. Et j'ai ressorti le bloc-notes. J'ai tourné la page et j'ai écrit un mot en gras en haut, avocat. Les gens comme Liana ont toujours cru que le silence était synonyme d'ignorance. Si je ne contestais pas, c'était elle qui gagnait. Si je ne me vantais pas, c'était que je n'avais rien à me vanter. C'était sa logique. Le tapage était synonyme de pouvoir et la subtilité de faiblesse. Mais elle oubliait que c'était moi qui gérais la plupart de nos finances. Elle oubliait qu'il lisait chaque ligne des contrats commerciaux tout en jouant les charmes lors des réunions. Elle oubliait qu'il remplissait nos déclarations d'impôts, qui signait les virements, qui veillait à ce que chaque élément de son image repose sur des bases solides. Elle oubliait aussi le contrat de mariage. Je me souviens de la réunion que nous avons eue dans un petit cabinet d'avocats juste avant notre mariage. Elle ne voulait pas d'événements grandioses, juste une réception de bon goût et un accord en béton qui, pensait-elle, la protégerait du chaos imprévisible de ma famille, comme elle disait. Son avocat a rédigé les termes. Le mien les a révisés. Nous avons échangé des points sur la formulation jusqu'à ce que nous acquiescions et signions tous les deux. Elle est sortie du bureau. Avec la confiance de quelqu'un qui pensait ne plus jamais avoir à repenser à ce document. Mais je l'ai fait. Chaque année, à l'approche de notre anniversaire, j'ouvrais le dossier prénuptial et le relisais. Non pas par paranoïa, mais par discipline. Je me souvenais de ce qui m'appartenait, de ce qui était partagé, et de ce que, si jamais les choses tournaient mal, je pouvais garder intact. Elle plaisantait toujours en disant que ce n'était pas romantique de le conserver dans mon dossier cloud, sous la rubrique « Documents juridiques ». Mais elle ignorait que j'avais également annoté le dossier avec des mises à jour, des eurodatages et de nouvelles pièces justificatives chaque année. Ce n'était pas une vengeance, c'était une protection. 2 jours après mon arrivée à l'hôtel, j'ai rencontré Kira Morel. Son bureau était situé au-dessus d'un studio de yoga, niché entre une boulangerie et un fleuriste, dans une rue calme de l'est de la ville. Elle ne faisait pas beaucoup de publicité. La plupart de ses clients arrivaient par chuchotement, recommandation, présentation. Je l'ai rencontrée grâce à un ami dans la finance qui me l'avait dit un jour. Si vous cherchez quelqu'un qui sache faire la différence entre silence et faiblesse,
appelé Kira. Elle ne m'a pas accueilli par des banalités. Elle m'a serré la main, m'a fait signe de m'asseoir et a ouvert un ordinateur portable noir et élégant. Tu as dit que c'était une question de contrat de mariage et d'examen des actifs, a-t-elle demandé d'une voix basse et calme. C'est exact, ai-je dit en lui tendant une clé USB contenant tout ce que j'avais rassemblé jusqu'ici. Et je ne suis pas intéressé par les drames. Je veux ce qui m'appartient, rien de plus, a-t-elle branché la clé. Ses yeux ont parcouru les fichiers en hochant la tête. Tu es minutieuse. J'ai laissé cela en suspens. Elle a parcouru les dossiers. Compte commun. Portefeuille d'investissement, document de la SARL, a-t-elle marqué une pause. C'est son affaire, mais tu as fourni le financement initial. Oui, ai-je dit, et j'ai des emails de l'époque, mes premiers virements aussi, et la propriété intellectuelle, mon pitch deck, les grandes lignes de la marque, la stratégie produit, tout à moi. Kira a levé les yeux. Laisse-moi deviner, elle pense tout posséder. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Elle le pense. Plus maintenant, a dit Kira. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons passé les détails au peigne fin. J'ai posé des questions précises sur les dates, les conversations, les termes des contrats. J'ai répondu à tout. Il y avait quelque chose de presque méditatif là-dedans. Kira n'a pas bronché quand je lui ai parlé de la fête, de l'humiliation publique, de l'érosion subtile du respect qui était resté incontrôlé pendant trop longtemps. Elle instrumentalisait la perception, a-t-elle simplement dit. Elle a passé des années à construire un récit où l'on a de la chance de la voir. J'ai hoché la tête. Mais la vérité, c'est qu'elle n'aurait pas eu de tribune sans moi. Alors, on commence par là. Kira a réagi rapidement. Ce soir-là, j'ai reçu les grandes lignes numériques d'une stratégie divisée en phases. Phase 1, sécuriser et séparer. Phase 2, enregistrer et renforcer. Phase 3, présenter et protéger. Je l'ai lu comme un livre sacré. Le soir même, tout en sirotant du thé dans un coin de la chambre d'hôtel, j'ai accédé à notre journal de messagerie partagée. Elle n'avait pas mis à jour ses autorisations cloud depuis des années. Elle se croyait probablement trop intelligente pour que quiconque la remette en question. Mais je savais où étaient les failles. J'ai téléchargé des reçus, des contrats clients avec mes annotations encore visibles dans les métadonnées, et des premières maquettes de produits. Avec ma signature numérique. Tout ce que je touchais portait mon empreinte digitale. Au matin, j'avais plus qu'une simple défense. J'avais un moyen de pression. Liana, pendant ce temps, continuait d'envoyer des messages, mais le ton avait changé. C'était désormais une incertitude enveloppée d'une agressivité passive. Liana, d'accord, tu es mesquine maintenant, Liana. C'est pour ça que j'ai toujours dû prendre les devants. Liana, si tu veux tes affaires, elles sont toujours là. Mais si je n'ai pas de tes nouvelles bientôt, je vais supposer que tu es parti. Parti. Ça m'a presque fait rire. Je suis parti depuis longtemps, mais pas physiquement. Émotionnellement, je me suis érodé dans son ombre pendant des années, convaincu que le silence était synonyme de force. Mais maintenant, je voyais la différence. Le silence n'était un pouvoir que si on se préparait. Et j'étais prête. J'ai franchi les dernières étapes de la première phase. Cette semaine-là, j'ai rédigé une lettre informant Liana qu'une évaluation des actifs partagés et de la propriété intellectuelle avait commencé. Pas de menaces, juste des faits, clairs, légaux et précis. Nous ne l'avons pas encore envoyé, mais sachant son existence suffisait à calmer ma respiration. J'ai aussi changé mon adresse principale pour toutes les institutions financières, mis à jour mon adresse email pour authentification, réacheminé mes abonnements numériques. Je ne me contentais pas de quitter la maison. Je me détachais du monde que nous avions tissé ensemble, et ce, avec une précision chirurgicale. Ce vendredi-là, alors que le soleil disparaissait à l'horizon et se répandait sur le parking de la chambre 204, je me suis servi un verre d'eau et me suis posté devant la fenêtre. Je n'avais pas touché à l'alcool de la semaine. Je ne voulais pas que cela obscurcisse mon jugement. J'avais besoin de ressentir chaque étape de tout cela. Le chemin silencieux que j'ai parcouru n'avait rien à voir avec la victoire. Il ne s'agissait pas de la blesser. Il s'agissait de reconquérir quelque chose que j'avais abandonné trop librement pendant trop longtemps, mon nom, ma valeur, ma voix. Liana avait toujours pensé que l'argent m'était égal, car je n'en parlais pas. Mais elle avait tort. Je n'en parlais pas parce que je le comprenais,
parce que je le respectais, parce que je croyais que la confiance était plus forte que les contrats. Jusqu'à maintenant. Maintenant, j'avais les deux. Et ça me rendait dangereuse. Je n'ai pas été surprise quand Dia m'a envoyé un texto. Il est arrivé en milieu de matinée, 2 jours après que Kira ait finalisé le dossier juridique. Le message était joyeux, décontracté, juste assez inquiet pour paraître gentil plutôt que suspect. Dit Leia. Salut Jules. J'adorerais prendre un café si tu es là. Juste moi. Pas de drame. Je me sens mal pour l'autre soir. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai fixé l'écran 1 minute avant de répondre. Puis j'ai tapé, moi. Bien sûr. Choisis l'endroit. Elle a choisi un café dans le quartier des Arts, le genre de café avec des tables récupérées et des mélanges d'herbes hors de prix que personne ne finit vraiment. Quand je suis arrivé, Dileya était déjà là, assise près de la fenêtre, son téléphone posé à côté d'un matcha à moitié séché. Elle a levé les yeux à mon approche et m'a adressé un sourire éclatant, le genre qu'on réserve aux connaissances ou aux appareils photo. Des bijoux, a-t-elle dit, se dressant juste assez pour embrasser l'air près de ma joue. Tu es belle. J'ai hoché la tête poliment et je me suis assise. Merci. Une serveuse est arrivée. J'ai commandé une tisane à la camomille, quelque chose de léger et neutre. Un truc qu'on boit quand on veut paraître détendu et compter chaque seconde. Dileya s'est penchée vers moi comme si on partageait un secret. Je suis vraiment contente que tu aies accepté. Je me sentais juste bizarre après la fête. Tu es parti si vite. Tu as remarqué? Elle a cligné des yeux en entendant mon ton, mais s'est vite remise. Bien sûr que si. Eliana, eh bien, elle a un comportement bizarre. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être parler. Voilà. Je sirote mon thé lentement. Parler de quoi? Dileya a joué avec sa paille. Je ne sais pas. Elle ne nous a rien dit de particulier, juste que tu avais besoin d'espace. Sa voix est tombée, mais j'ai compris qu'il se passait autre chose. J'ai incliné la tête. Tu t'en étais douté? Elle a hoché la tête. Enfin, je veux dire la façon dont tu es parti, puis elle a dit que tu ne répondais pas. Elle est inquiète. Inquiète? Ai-je répété d'un ton neutre. Dileya a souri de nouveau, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Je suppose que je voulais juste prendre des nouvelles. Toi je sais, d'ami à ami. Je posai ma tasse. D'ami à ami. Elle remua sur son siège. Enfin, je veux dire, si jamais tu veux parler à quelqu'un de neutre, on est tous amis depuis des années. Je me suis penché en arrière et lui ai offert le même sourire poli qu'elle arborait. Alors, c'est une question de loyauté. Quoi, dit-elle trop vite. Tu prends de mes nouvelles pour Liana. Non, non, je suis juste Dileya, dis-je calmement. Ça va. Vraiment? Je vais mieux que jamais. Elle cligna des yeux. Plus que jamais. Absolument, dis-je, laissant les mots flotter comme une vapeur sur le thé. Vous m'avez tous rendu service. Elle cligna de nouveau des yeux, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme si l'air avait changé, et elle ne savait pas pourquoi. Je ne pense pas que Liana ait voulu dire ce qu'elle avait dit. Elle le pensait exactement comme elle avait dit. J'ai dit, la voix toujours égale, mais merci de m'avoir aidé à y voir clair. Le silence entre nous s'est prolongé suffisamment longtemps pour que la serveuse revienne et dépose discrètement l'addition entre nous. Je n'y ai pas touché. Dileya l'a attrapé après un moment. Ses mains ont ralenti. Je vais m'en occuper. Merci, ai-je dit en me tenant dehors, l'air était plus pur, plus léger, comme si, en quittant la table, quelque chose me tombait de la peau. Je n'avais pas besoin d'alliés comme Dileya. J'avais besoin de clarté. Et c'est exactement ce qu'elle m'a donné. Son interrogatoire, sa douce embuscade déguisée en inquiétude. Cela a confirmé ce que je soupçonnais. Liana n'avait pas peur de mon départ. Elle avait peur que je reste absent. Cet après-midi-là, j'ai fait le premier pas. Je me suis connecté à notre plateforme d'investissement commune. Nous l'avions ouverte ensemble pendant notre 2e année de mariage, un compte à long terme avec des cotisations mensuelles modestes. Il était censé servir au voyage, à la retraite et, si jamais nous y parvenions, aux études supérieures d'un enfant. L'ironie était piquante. Elle l'appelait toujours, le nôtre, mais j'avais effectué 80% des dépôts. Sa carrière était plus brillante,
mais la mienne plus stable. J'ai transféré ma moitié des fonds sur un compte personnel. Sans avertissement. Pas d'explication, juste un retrait net et silencieux. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Liana, je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. J'ai laissé tomber la messagerie. Puis, enfin, un message. Liana, as-tu transféré les fonds? Tu es sérieuse? C'est notre argent. J'ai pris un moment avant de répondre. Moi? Je protège juste ma moitié. 1 minute s'est écoulée. Puis Liana, tu es cruelle. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, la chambre d'hôtel avait une autre allure. Moins comme un pis-aller, plus comme une rampe de lancement. Je me tenais à la fenêtre, regardant les phares descendre la rue en contrebas comme des étoiles filantes. Je repensais à toutes les fois où je m'étais laissé rapetisser pour obtenir son approbation. À toutes les fois où j'avais ri à mes dépens pour alléger les choses. À toutes les fois où je l'avais laissé écrire l'histoire et m'avais relégué au second plan. Mais maintenant, j'étais aux commandes du scénario. Pas en train de réécrire l'histoire, juste de corriger le générique. Le lendemain matin, j'ai revu Kira. Elle portait le même blazer gris impeccable, affichant une expression d'efficacité précise. Toi, bien fait, dit-elle en parcourant les relevés de mouvements de compte que j'avais apportés. Pas de signal d'alarme, juste un retrait dans vos droits. Elle m'a appelé, dis-je. Lettre, répondit Kira. Ce n'est pas notre affaire. Prochaine étape, l'inventaire. Si vous êtes prêts, nous examinerons l'évaluation de l'entreprise et préparerons le transfert de propriété intellectuelle. Elle n'appréciera peut-être pas, mais elle peut effacer votre nom de la fondation. J'ai expiré. Allons-y, avant de quitter son bureau, Kira m'a tendu une feuille imprimée avec 2 mots en gras en haut, levier silencieux. Je l'ai pliée, glissée dans la poche de ma veste et suis allé au soleil, me sentant comme un homme n'ayant plus rien à prouver et tout à reconquérir. Le soir même, les messages de Liana avaient diminué. Plus de sarcasme. Plus de blagues. Juste un appel froid arrivé à 21h17. Liana. Alors, c'est la guerre. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas la guerre. C'était la clarté. Et elle était attendue depuis longtemps. Il y a quelque chose de poétique à regarder un mensonge s'effondrer sous le poids de faits calmes. Pas de cris, pas de vengeance, juste la vérité, patiente et lourde, est tombée au bon moment. Je n'ai pas prévu de l'exposer. Pas au début. Mais une fois que j'ai vu le modèle, la victimisation répétée, l'innocence répétée, je savais que le silence ne suffisait pas. Liana n'était pas seulement gênée, je suis parti. Elle reconstruisait l'histoire en mon absence, la façonnant en quelque chose de goût pour les gens autour d'elle. Dans sa version, j'étais amère, impulsive, émotionnellement fragile, un homme qui ne pouvait pas gérer une femme forte. Elle l'a tourné de cette façon, elle l'a toujours fait, où chaque blague cruelle est devenue un commentaire mal compris, chaque coup agressif passif rebaptisé comme humour. Elle se préparait à être le héros de son prochain récit. La femme qui a survécu à la spirale d'un mari boudeur, mais j'avais des reçus. Cela a commencé par une erreur de sa part alors qu'elle n'a probablement pas remarqué. Notre serveur domestique a été installé il y a des années lorsque nous construisions encore la start-up. Un système de partage de fichiers simple avec des dossiers synchronisés pour nos 2 appareils. Elle devait supposer que je n'avais plus accès. Ou peut-être qu'elle a oublié que le système fonctionnait toujours en arrière-plan. Quoi qu'il en soit, j'ai tout trouvé. Tout cela. État financier. Les propositions de clients rédigées avec mes notes sont toujours suivies en rouge. Copie des factures que j'ai payées. Des déclarations fiscales qui ont clairement énuméré mon SSN lié à notre structure de financement précoce. Elle n'avait rien frotté. Il a semblé surréaliste à travers tout cela dans la salle 204, un espace qui était devenu plus familier que la maison que j'ai aidé à payer. Là, c'était en noir et blanc que je n'étais pas une étiquette passive. J'avais assis sa fondation. J'avais écrit les os de l'entreprise qu'elle revendiquait maintenant comme le sien seul. Elle a toujours aimé dire qu'elle était le visage de l'entreprise. Et peut-être qu'elle l'était, mais j'étais le squelette, la structure qui gardait tout droit. J'ai compilé soigneusement les documents. Je n'ai pas déclaré. Je n'ai pas éditorialisé. J'ai créé une chronologie propre. Investissement en capital initial de mon compte. Enregistrement de transfert de fil.
Capture d'écran de la clause prénup décrivant la propriété IP. Les courriels des premiers clients adressés à moi des contrats portant nos deux noms avant de déplacer le côté public de l'entreprise. Ce n'était pas en colère, c'était chirurgical. Ensuite, j'ai créé un dossier et je l'ai intitulé Clarifiant les contributions du maire. Je me suis assuré qu'il était formaté comme un briefing professionnel. Pas d'attrait émotionnel, pas de notes personnelles, juste des faits, un ton neutre, le genre qui a rendu impossible le nier. Et je l'ai envoyé à 3 personnes. Ses 2 partenaires seniors à Adley Wing Capital et son directeur de compte junior que je connaissais avaient accès à chaque transaction qu'elle avait gérée. Aucune légende, pas de commentaires, juste une ligne d'objet pour un examen interne. J'ai attendu. Le silence s'étendait pendant des heures. Puis vers 16h46, j'ai reçu un reçu de lecture de l'un des partenaires seniors. 30 minutes plus tard, la seconde, puis le directeur junior. J'ai imaginé la tension qui a dû se recroqueviller dans son bureau pendant que les documents circulaient. J'ai imaginé les questions, les sourcils levés, la lente démêle de son histoire. Le lendemain matin, Kira m'a appelé directement. Ils examinent tout, dit-elle sans saluer. Et d'après ce que j'entends, il est question de la retirer d'une négociation de contrat majeur. Elle saura que c'était moi. Elle supposera, a déclaré Kira. Mais il n'y a pas de traces, pas de menaces. Vous venez d'envoyer des faits. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel, le brouillard tôt le matin brouillant l'horizon. Bon. Elle va se déchaîner. Kira a averti. Des gens comme elle n'aiment pas être acculés. Je ne suis pas intéressé par un combat, ai-je dit. Juste la vérité. C'est ce qui rend cela mortel, a-t-elle répondu. Vous ne vous balancez pas. Vous vous éloignez. Et c'est la partie qui pue. Elle avait raison. Cet après-midi, j'ai reçu mon premier message de Liana en 12 heures. Liana, tu ne pouvais tout simplement pas toi-même. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard. Liana, tu as ruiné ma crédibilité. Pourtant, je n'ai rien dit. Puis vint l'appel. Je l'ai regardé sonner 1 fois, 2, 3 fois. Je n'ai pas repris, mais j'ai joué la messagerie vocale une fois qu'elle a atterri. Sa voix était tendue. Pas en colère, serrée, contrôlée. Vous pensez que cela vous rend noble? Vous pensez que vous êtes une sorte de martyr silencieux? Tu m'as humilié. Tu m'as saboté, Jules. Pourquoi? À cause d'une petite blague lors d'une fête. Une petite blague. C'était la mesure de lui cette nuit-là. La trahison, le licenciement, la moquerie publique. C'était juste une blague. Un moment, un haussement d'épaule, quelque chose qu'elle s'attendait à ce que je surmonte parce que le monde tournait autour de sa version des événements. Mais ce n'était pas seulement cette nuit-là. C'était l'accumulation de 1000 coupures. Et les pires étaient ceux qu'elle ne réalisait même pas qu'elle avait fait. J'ai supprimé la messagerie vocale. Le lendemain, Liana a été tranquillement tirée de la négociation pour l'accord. Sur qui? J'ai découvert un ami qui travaillait au bureau des relations publiques de l'entreprise. Le mémo était clinique pour une réévaluation interne. Elle n'a pas appelé cette nuit-là. Elle n'a pas envoyé de SMS. Pas même un coup agressif passif. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'était pas seulement en colère. Elle avait peur. Son récit avait glissé. Et les gens qu'elle a passé des années à essayer d'impressionner, ceux qui ont acheté son éclat organisé, posaient maintenant des questions qu'elle ne pouvait pas éloigner. En attendant, je fais avancer ma chronologie. Kira a déposé la première série de documents pour la réaffectation de la propriété intellectuelle. C'était un travail lent et méthodique, mais c'était solide. Elle m'a dit, vous êtes à environ 6 semaines de la séparation officielle des marques, ce qui signifiait 6 semaines de contrôle total du concept. J'ai aidé à construire le fondement même de sa carrière. Elle pouvait garder sa garde-robe de créateur et son cercle social organisé. Je prenais le plan. Cette nuit-là, je suis retourné à mon hôtel et j'ai ouvert une nouvelle page dans mon cahier. Plus un endroit pour la planification. Cette fois un rappel. Au sommet, j'ai écrit, l'exposition n'est pas la cruauté, c'est la clarté. Puis je l'ai souligné 2 fois. L'appel est venu juste après minuit. J'étais à moitié endormi, étendu à travers le matelas ferme dans la pièce 204. Le bourdonnement du mini-réfrigérateur bourdonnant tranquillement dans le coin.
La lumière de la télévision en sourdine clignote légèrement, jetant de longues ombres à travers le plafond. Mon téléphone a bourdonné une fois sur la table de nuit, puis à nouveau, puis une troisième fois. Je n'ai pas bougé au début, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas un autre onliner agressif passif ou une autre tentative de culpabilité à moitié cuite. Cette fois, l'air était différent. J'ai tendu la main et j'ai décroché le téléphone. Liana a allumé l'écran. Appel, pas d'envoyer des SMS, j'ai répondu. Il y a eu une pause à l'autre bout avant d'entendre sa voix. À peine un murmure. Pourquoi faites-vous cela? Pas tranchant, pas accusateur, juste fissuré, fragile. Je me suis assis lentement, appuyant le téléphone à mon oreille. Faire quoi? Vous ruinez tout, a-t-elle dit. Je pouvais l'entendre dans son ton. Le poids, le démêlage. Fini le stratège polonais. Fini le sourire narquois qui avait tranché comme un scalpel. Ce n'était pas la femme qui s'était moquée de me des recharges de vin. C'était quelque chose de dépouillé, presque effrayé. Non, dis-je doucement. Je ne ruine rien. Je ne fais plus semblant. Elle n'a pas répondu un instant. Puis, comme une vague essayant de se rassembler, sa voix se leva avec un bord tremblant. Vous ne vous êtes même pas combattu pour nous. Cela a frappé quelque chose. Non pas parce que c'était vrai, mais parce que c'était si profondément malhonnête. Battre, répétai-je, me debout et marchant vers la fenêtre. La ville était silencieuse à l'extérieur. Rien que des phares éloignés et la sirène occasionnelle. J'ai répondu, ma voix bas, stable. Vous ne vous souciez pas de ce que je ressentais. Plus de pleurs maintenant. Pas de mots. Et enfin, j'ai dit la seule chose que je ne lui avais jamais dit auparavant. Pas dans aucun argument, même dans ma tête. Vous m'avez traité comme des meubles, Liana. Quelque chose d'utile, quelque chose d'attendu. Maintenant, vous avez manqué le siège. Il y pendait, nu et brutal. Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas à le faire. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de fin et j'ai placé le téléphone face vers le bas sur le bureau. Je n'ai pas rythmé. Je n'ai pas tremblé. Je me tenais juste là à regarder mon reflet dans la fenêtre sombre. Mon visage avait l'air calme, clair, plus léger qu'il ne l'avait fait depuis des années. Et quand je suis retourné dans mon lit, je ne pensais pas à ce que j'aurais dû dire ni comment elle pourrait tordre mes mots. J'ai juste fermé les yeux et dormi 8 heures complètes. C'est le genre de sommeil qui restaure quelque chose. Le genre qui ne vient pas avec une tension dans votre mâchoire ou un poids sur votre poitrine. Je me suis réveillé avec le soleil réchauffant le bord du couvre-lit et un calme dans ma tête que je n'ai pas reconnu au début. Puis j'ai réalisé que c'était la paix. Le téléphone n'a plus sonné ce matin-là. Pas de texte, pas de messages vocaux, juste du silence. J'ai pris une douche lente, vêtue d'un bouton gris que je n'avais pas porté depuis des mois. Celui qu'elle a dit avait l'air trop clair pour le public. J'ai aimé. C'était simple, honnête. Au café en bas de la rue, j'ai commandé un café et je me suis assis dehors pour la première fois depuis que je suis arrivé. Pour une fois, je ne surveillais pas mon épaule. Je ne planifiais pas de déménagement ni de calcul de l'effet de levier. Je me suis assis et j'ai écouté la ville. Les gens sont passés. Couple, joggeurs, enfants sur un scooter avec des céréales toujours sur la joue. Je me demandais combien d'entre eux vivaient des demi-vendeurs comme moi, saignant tranquillement à l'arrière-plan des projecteurs de quelqu'un d'autre. Cela m'a rendu reconnaissant, pas seulement pour le silence, mais pour la rupture qui l'a forcé. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un message de Kira. Son entreprise a finalisé les documents de réaffectation IP. C'est à vous maintenant. Entièrement. J'ai regardé cette phrase pendant longtemps. Il n'est pas venu avec des confettis ou des applaudissements, juste une résolution tranquille. J'ai envoyé un texto, merci. Puis je me suis tenu, j'ai payé mon café et j'ai marché jusqu'à ce que je trouve une librairie. Je n'avais pas lu pour le plaisir depuis longtemps. Trop occupé, trop drainé, trop occupé, prétendant que les choses allaient bien. J'ai ramassé un roman, quelque chose de fiction, quelque chose sans feuille de calcul ou stratégie, juste une histoire. De retour à l'hôtel, je l'ai ouvert lentement et je me suis laissé tomber. C'était comme une respiration pour la première fois dans les voies respiratoires non bloquées. Cette nuit-là, quand mon téléphone a de nouveau bourdonné, je n'ai pas regardé. Je savais que c'était elle. Je n'avais pas besoin de savoir ce qu'elle disait. Plus maintenant.
Pour la première fois depuis très longtemps, sa voix n'avait pas de pouvoir ici. Seul le mien l'a fait. Et c'était suffisant. Je lui ai donné la maison comme ça. Pas de conditions, pas d'ultimatum, pas de demande de dernière minute. Je l'ai laissé partir. Le salon que nous avons peint ensemble cet hiver. La chambre avec le puits de lumière que j'ai installé moi-même. La cuisine où nous avons combattu sur l'espace du tiroir et ri sur des pâtes brûlées. J'ai laissé tout partir. Non pas parce que je me sentais généreux, mais parce que j'ai finalement compris que les murs ne pouvaient pas tenir la valeur et que la peinture ne pouvait pas préserver la paix. Elle pourrait avoir les briques. J'avais le plan. J'ai signé les documents finaux dans le bureau de Kira. Mon nom est un défilement constant au bas d'un document que Liana s'attendait probablement à ce que je tire. Kira m'a regardé attentivement pendant que je remettais le stylo. Tu es sûr, elle a demandé. Je suis sûr, dis-je. Laissez-la garder la scène. Je le pensais. Parce que la vérité était ce que j'avais gagné était plus silencieux, plus profond, inébranlable. Ma dignité, mon nom, et surtout, ma propriété de ce que nous avons construit. L'entreprise avait autrefois été la nôtre dans la conversation, la sienne. Non. Grand au revoir. Côté. Au plafond, briques exposées, poutres de fer et large espace ininterrompu. Minimaliste, propre, vide, mais pas creux lorsque je suis intervenu pour la première fois avec la clé en main. Je ne me sentais pas seul. Je me sentais sans relâche. J'ai marché pieds nus sur le béton lisse. L'écho de mes pas inconnus m'est réconfortant. Il n'y a eu aucun rappel ici. Aucun parfum de son parfum s'accrochant aux hymnes de rideaux. Pas de tiroir à moitié ouvert, elle a toujours laissé un pot. Aucune image qui m'a fait deviner depuis combien de temps elle avait glissé. C'était à moi. Tout le mien. La lumière du soleil a coulé à travers les fenêtres surdimensionnées et s'est répandue sur les murs nus comme s'il m'invitait à recommencer. Pas de notes collantes agressives passives. Pas de silence stratégiquement froide au petit déjeuner. Juste la paix. Paix calme et sans excuse. Je pose mes sacs et je me suis assis au milieu du sol. Pas de meubles, pas de tapis, juste de l'air et du temps. Et c'était bien. J'ai passé le lendemain à m'installer lentement. Je n'étais pas pressé. J'ai commandé un lit. Pas un cadre, pas une tête de lit, juste un matelas solide qui avait l'impression d'appartenir à quelqu'un qui se connaissait. J'ai acheté un bureau en bois d'occasion dans un magasin vintage dans la rue. Le genre avec des tiroirs profonds et de vieilles poignées en laiton. Et j'ai mis mes notes dessus. Mes plans d'affaires, ma vision, le vrai travail. Le loft n'avait pas besoin de décoration. Il fallait l'intention. Cette nuit-là, je me suis préparé le dîner. Poulet grillé simple, légumes rôtis et un verre de vin rouge. Je n'ai pas eu à partager. J'ai joué de la musique d'un petit haut-parleur, quelque chose de bas et d'instrument. Le genre qui a fait que la pièce a vécu sans essayer trop fort. Et pour la première fois depuis des années, j'ai mangé sans attendre un coup, sans effectuer de petites conversations, sans scrutation de tension dans l'air. J'ai mangé parce que j'avais faim, parce que je le voulais. Plus tard, je suis sorti sur le petit balcon. La ville s'est étendue sous moi, désordonnée, vivante, sans excuse. Je laisse le vent nocturne s'enrouler autour de moi pendant que je regardais dehors, ma poitrine se levait, pas avec anxiété, mais avec clarté. Mon téléphone a bourdonné une fois dans mon pocket. Je l'ai ignoré. C'était probablement une autre branche d'olive en verre. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ce que j'avais. La liberté, pas le genre qui est venu avec des règles ou s'enfuir. Le genre qui vient du réveil et de connaître votre valeur n'est plus à débattre. Le genre qui n'est pas défini par l'approbation de quelqu'un d'autre ou réécrit dans la voix de quelqu'un d'autre. Le genre que vous possédez. J'ai repensé à l'ancienne maison, au comptoir en granit, au plan d'étage ouvert, au mur de la galerie qu'elle a organisé si précisément. Elle pourrait le garder. Laissez-elle siroter du vin sous ses lumières encastrées et prétend que le silence était élégant au lieu d'être gagné. Elle a eu la maison, mais j'ai l'air. Cette nuit-là, j'ai encore écrit dans mon cahier. Seulement cette fois, ce n'était pas une stratégie. C'était un rappel. Je ne suis pas qui elle a décidé d'être. J'ai fermé le livre et l'ai glissé dans le tiroir du bureau. Le lendemain matin, le soleil m'a réveillé. Aucune alarme, aucune voix ne me disant que j'étais en retard ou que ma chemise avait besoin d'appuyer, juste de la lumière et de la chaleur.
J'ai fait du café en silence. Étiré, sorti mon ordinateur portable, et a commencé à rédiger la refonte du site d'entreprise. Mon nom cette fois serait sur la page d'accueil. Mes paroles, mes idées, pas cachées sous des déclarations conjointes ou édulcorer le bio. C'était étrange à quel point c'était naturel que c'était toujours censé être de cette façon. J'ai reçu un email vers midi. Kira à nouveau. Son équipe a demandé une conversation. Médiation. Elle se sent coincée. J'ai regardé l'écran puis j'ai tapé. Elle s'est coincée. Et c'était la vérité. Liana pensait qu'elle pouvait me déshabiller d'une voix et je resterais tranquillement assis. Elle pensait que prendre la maison signifierait que je n'avais rien. Elle ne savait pas que pendant qu'elle organisait des meubles, je récupérais ma fondation. Elle peut s'asseoir dans le salon que nous avons construit ensemble et verser du champagne dans des verres que j'ai achetés. Elle peut raconter l'histoire qu'elle veut, faire tourner l'image comme elle le plaît, mais je serai ici en train de construire à partir de rien. Oui, mais s'appuyer sur la vérité. Et quand les gens demandent ce qui s'est passé, je leur dirai cela. Parfois, le silence n'est pas remis, c'est la stratégie. Et parfois marcher loin n'est pas une faiblesse. C'est le début de tout. L'invitation est venue dans une simple enveloppe blanche. Pas de gaufrage en or, pas de grands gestes, juste du bouillon de cartes épais et une note manuscrite en bas. J'espère que vous vous rejoindrez. Nous aimerions entendre votre côté des choses. Signé, Maxwell Dorsey. Je ne m'y attendais pas. Max était l'un des anciens contacts commerciaux de Liana. L'un des plus respectés, connu pour son tact, sa subtilité et la façon dont il pouvait conclure ou rompre un contrat avec une seule phrase. Il avait toujours été cordial avec moi, poli dans la façon dont les hommes sont lorsqu'ils ne savent pas si vous êtes un égal ou tout simplement le mari qui accompagne. Mais la note était claire. Ce n'était pas une formalité. C'était une main étendue. IRSVPD oui. Je n'ai parlé à personne. Pas Kira. Pas les quelques amis qui avaient tranquillement dérivé dans mon coin au cours du dernier mois. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit. Il ne s'agissait pas d'annoncer mon retour ou de chercher des applaudissements. C'était de marcher dans une pièce qui n'aurait pas fait de la place pour moi et à prendre ma place à table calmement, en toute confiance, sans excuse. Le dîner était dans un loft privé au-dessus d'une galerie du centre-ville. Des murs blancs propres, des poutres exposées et une longue table habillée de linge, de bougies et de faibles arrangements floraux. Je suis arrivé juste au moment où le soleil plongeait sous l'horizon. Peignant la ville d'Andé. Teinte d'ambre et d'ardoise. Max m'a salué à la porte avec une poignée de main ferme. Jules, dit-il en souriant. Heureux que vous soyez venu. J'apprécie l'invitation, j'ai répondu, renvoyant la poignée de main. Il m'a conduit et a fait des présentations subtiles. 6 autres, tous les noms que je reconnaissais à partir de rapports trimestriels et de briefings d'investisseurs. Les gens qui comptaient, les gens qui n'avaient pas prêté beaucoup d'attention à moi quand j'étais le mari de Liana. Maintenant, ils me regardent avec autre chose dans leurs yeux. Reconnaissance. Nous nous sommes assis. La conversation coulait facilement. Le vin a été versé. J'ai gardé mon verre à moitié plein et mes paroles stables. Ils ont demandé comment j'avais été, sur quoi je travaillais. J'ai parlé honnêtement, simplement de la transition, du changement de marque, des plans pour l'entreprise qui était maintenant légalement et publiquement. Et puis Max se pencha, posant sa fourchette et dit, vous avez géré ces retombées comme un stratège. La table se calma légèrement, pas par inconfort, par intérêt. Il a poursuivi, elle pensait que tu mendais. Au lieu de cela, tu as construit. C'est rare. Je n'ai pas souri, je fais la tête. La mendicité ne ramène jamais le respect. Vous devez le laisser derrière pour le retrouver. Quelqu'un de l'autre côté de la table murmura. W a dit. Ils n'ont pas demandé de détails. Personne ne s'est poussé à la fête ou aux rumeurs ou à la note interne qui avait discrètement circulé après que Liana a été retirée du contrat quille. Ils n'en avaient pas besoin. Ma présence était la réponse. J'étais assis à leur table, non pas en tant que plus, non pas comme une note de bas de page, mais en tant que personne qu'ils voulaient maintenant entendre. Après le dîner, Max m'a retiré au coin de la pièce où le jazz doux se déchaîne des haut-parleurs de plafond. Elle ne vous a jamais vu venir, a-t-il dit. Je n'ai jamais voulu qu'elle le fasse, répondis-je. Je voulais juste une vie qui ne nécessitait pas de performance. Max hocha la tête, son expression illisible.
Il y a quelque chose de puissant chez l'homme qui reste silencieux jusqu'à ce que le silence parle pour lui. Je suis parti avant le dessert, non pas parce que je n'étais pas le bienvenu, mais parce que je n'avais plus rien à prouver. Sur le lecteur du loft, je n'ai pas repensé la nuit. En cherchant la permission. Tolérer, vu. Marcher plus grand, même en silence. J'ai pensé brièvement à Liana, à ce qu'elle pourrait faire, si elle connaissait le dîner, si elle faisait toujours tourner sa version de l'histoire à quiconque a été laissé à l'écoute. Mais la pensée ne s'est pas attardée. Il n'a pas brûlé. J'ai siroté ma boisson, je me suis penché contre la balustrade et j'ai regardé les étoiles que je manquais en essayant de lire des pièces qui ne voulaient jamais de moi. Maintenant, ils l'ont fait. Non pas parce que je l'ai exigé, mais parce que j'ai laissé la vérité augmenter sans le précipiter. Et cela, j'ai réalisé que la différence entre la présence et les performances. Elle a eu la performance. J'avais le pouvoir. T est arrivé un mardi après-midi, niché entre un email de spam et une confirmation d'expédition pour un livre que j'avais commandé. Juste une note vocale, pas de texte, pas de ligne d'objet, juste son nom, Liana, en haut du message avec le petit triangle gris à côté, attendant d'être pressé. Je l'ai regardé un instant, mon doigt planant mais ne tapant pas. Le loft était silencieux. La lumière du soleil a coulé à travers les fenêtres, chaude sur le béton sol. Mon café était devenu froid à côté de moi. J'avais décrit des idées pour un pitch, des notes disséminées sur le bureau en bois lorsque la notification clignait des yeux. Et pour une raison quelconque, je savais que ce message serait différent. Je l'ai tapé. Cela a commencé avec la respiration échelonnée, inégale, puis une pause comme si elle n'était pas sûre si elle devait passer avec. Puis sa voix, pas la netteté que je connaissais, pas la confiance polie qu'elle portait dans des réunions comme Armor. Cette voix était fatiguée. Brute. J'ai foiré, a-t-elle dit. Il y avait un silence entre ces trois mots et la phrase suivante. Et je pouvais ressentir le poids dedans. Comme si elle voulait que ces mots fassent le gros du travail pour tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Je le vois maintenant. Je le fais vraiment. Je pensais que tu reviendrais. Je pensais que tu me poursuivrais. C'est comme ça que ça a toujours été, non? Vous refroidissez. Je fais comme si ce n'était pas un gros problème jusqu'à ce que vous n'ayez oublié pourquoi cela comptait. Un autre souffle. Je n'ai jamais pensé que tu partirais vraiment. Pas vraiment. Je ne pensais pas que je devais me battre pour vous. Je suppose que je pensais que tu serais toujours là. Peu importe ce que j'ai dit, jusqu'où j'ai poussé, vous restez. Vous êtes toujours resté. Elle pleurait maintenant. Pas fort, pas théâtralement, juste des sanglots doux et cassés comme si quelque chose s'était finalement ouvert et qu'elle ne pouvait pas l'empêcher de se répandre. J'ai dit à mes amis que vous étiez dramatique. J'ai dit à mon équipe que vous alliez bien, que vous aviez juste besoin de temps. Mais quand vous ne êtes pas revenu, j'ai paniqué. Pas parce que le confort me manque, mais parce que tu m'as manqué. La façon dont vous écoutez quand personne d'autre ne le fait. La façon dont vous faites en sorte que les choses se sentent en sécurité. Je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce que le silence s'étendait trop longtemps que j'aurais confondu votre immobilité avec la faiblesse. Elle s'arrêta à nouveau et je pouvais l'entendre essayer de vous stabiliser. Je me suis dit que j'étais la star, que vous avez eu de la chance de m'allumer. Mais tu n'étais pas un satellite, Jules. Vous étiez la fondation. Et je les bulldozers pour rire. Plus de pleurs maintenant. Une respiration de hockey. Je sais que tu me détestes probablement. Je sais que tu as chaque droit, mais s'il y a une partie de vous laisser qui se souvient de ce que nous avions, je suis juste une longue pause finale. Puis sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je pensais juste que tu mendais. Et puis le message s'est terminé. Je me suis assis là, le silence dans la pièce épais, le poids de sa voix pressant toujours contre ma poitrine. Je l'ai écouté à nouveau, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais m'assurer que je l'avais bien entendu. Chaque mot, chaque fissure, chaque admission. Et puis je l'ai supprimé. Aucune réponse, aucune réaction. Juste une respiration lente et le clic doux de la finalité. Parce que voici ce qu'elle ne comprenait pas. Ce qu'elle n'a jamais compris. Ce n'était pas une question de fierté. Ce n'était pas une question de punition. C'était une question de paix. Elle pensait que je mendais. Que je me présenterais avec des fleurs et des excuses pour avoir été irrespectueuse.
Que j'expliquerais les années de déception silencieuse juste pour être laissé dans une pièce où ma voix était toujours la plus douce. Mais je l'avais déjà fait une fois et l'homme qu'elle s'était habitué à tolérer, à humoriser, rejeter n'existait plus. Je me suis tenu du bureau, j'ai marché jusqu'à la cuisine et j'ai versé le café froid. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais propre, comme quelque chose de toxique avait finalement été expulsé de mon système. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais rationalisé son comportement, fait des excuses pour sa langue tranchante, me convaincu que son ambition nécessitait un sacrifice et que j'étais l'offre la plus logique. J'ai pensé à la fête, au rire, au verre levé à mes dépens. J'ai pensé au silence qui a suivi, pas le sien, mais le mien, et comment ce silence était devenu mon épée. Puis je me suis rendu au balcon. Le vent se déplaçait doucement, soulevant le col de ma chemise, en brossant les cheveux comme un rassurance. La ville s'est déplacée sous moi, bruyante et complètement indifférente. Et cela aussi était réconfortant. Quelque part à travers la ville, Liana était probablement assise dans la maison qu'elle avait combattue si forte à garder, regardant une porte que je ne me tenais plus. Peut-être qu'elle vérifierait son téléphone, attendait une réponse, faites défiler nos anciennes photos pour des signes du moment où j'ai commencé à tirer loin. Peut-être qu'elle se souviendrait de la première fois que je l'ai fait rire. Les nuits que nous avons chuchotées à propos de l'avenir comme si c'était à nous de concevoir. Ou peut-être qu'elle continuerait à tourner sa version de l'histoire, où j'avais froid, où je me réagissais de manière excessive, où elle voulait bien dire. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant parce que je connaissais la vérité. Et la vérité était que je n'avais pas besoin d'un public pour valider ma décision. Je n'avais pas besoin d'une confrontation pour prouver ma valeur. Je n'avais pas besoin de crier ou de pleurer ou de mendier. Je m'étais éloigné. Pas par colère, pas par vengeance, mais parce que la porte qu'elle a laissée s'ouvrirait pour un rire était la même porte que je partais pour de bon. Et la beauté de ce choix a été la suivante. Elle m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour me récupérer au moment où elle a essayé de me réduire. Sa dernière erreur était de penser que je s'effondrais, mais je ne l'ai pas fait. J'ai reconstruit tranquillement, stratégiquement, complètement. Et je n'ai jamais regardé en arrière.